dans une blessure traumatique, on ne met plus de glace. On ne prend surtout pas d'anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, même en vente libre, Advil, Motrin, Ibuprofène, que vous avez certainement en France, nuisent à la guérison tissulaire. Le plus important, c'est de calculer le niveau de stress qu'on met sur ton corps. Donc, le premier conseil, avant même de dire à quelqu'un, si tu veux prévenir les tendinopathies, les tendinites, les blessures tendineuses et les douleurs tendineuses, fais des exercices. Avant même de lui dire ça, je vais lui dire... Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peace and Flow. Aujourd'hui, j'accueille Blaise Dubois, conférencier et physiothérapeute. Il est reconnu pour son expertise dans l'analyse biomécanique, ainsi que la prévention et le traitement des blessures en course à pied. Il promeut une approche scientifique et minimaliste de la course à pied, encourage l'utilisation de chaussures minimalistes et une technique de course plus naturelle. Il a également fondé la Clinique du Coureur, une entreprise affranchie qui efface les postes de pouvoir décisionnel pour davantage valoriser l'intelligence et la créativité collective. Parmi tout ce que vous allez découvrir dans cet épisode. La signification de l'acronyme Peace and Love pour la gestion des blessures traumatiques. Pourquoi prendre des anti-inflammatoires proches de votre entraînement nuit à votre progression? Qu'est-ce que la pyramide des stresseurs? Un outil innovant créé par la Clinique du Coureur. Et pour finir, une anecdote sur le jour où Thomas Laure-Blanchet lui a proposé de l'accompagner sur la Mascareigne, une course sur l'île de la Réunion. Comme vous allez le voir, tout ne s'est pas passé comme prévu. Sur ce, je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse apprécier mon entrevue avec Blaise Dubois. Bonjour Blaise, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Elodie, ça fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui ici. Est-ce que je peux te laisser te présenter pour démarrer s'il te plaît? Alors mon nom c'est Blaise Dubois, je suis suisse d'origine, immigré au Québec quand j'avais 10 ans, j'étais jeune et puis je suis un passionné de course à pied qui s'est abondamment blessé quand il était jeune, ce qui l'a donc amené à la physiothérapie et j'ai gradué de l'Université Laval de la faculté de médecine en physiothérapie en 1998, donc ça fait déjà 25 ans, 26 ans, ça fait longtemps et j'ai commencé à travailler à PCN Physiothérapie et Médecine du Sport, duquel je suis devenu propriétaire. Et puis, j'ai une passion pour les blessures en course à pied et les blessures sportives en général. Donc, j'ai développé quelques outils innovants en médecine du sport et je pratique encore la clinique aujourd'hui. Je fais de l'enseignement, je fais un petit peu de recherche, je fais de la gestion d'entreprise parce que j'en ai quelques-unes. Et voilà, ma vie se résume à ça avec bien évidemment ma femme Isabelle qui est très présente dans ma vie, avec mes 4 enfants et je suis grand-père d'une petite fille de 6 ans. Ok. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter, toi, un petit peu, c'est quoi ton histoire avec le sport et qu'est-ce qui t'a amené à te prendre de passion pour la course à pied en particulier? Alors moi, j'ai grandi dans les montagnes suisses, les Franches-Montagnes. J'habitais dans un petit village qui s'appelait Seux et on avait beaucoup, beaucoup de liberté quand j'étais jeune. J'étais avec ma mère qui nous élevait, moi et mon frère. Et puis, je partais, d'abord, on avait une vie très active, c'est-à-dire souvent on partait marcher, on marchait toute la journée pour aller voir une tante, une grand-mère, ou etc. Parce qu'en Suisse, bien évidemment, il y a des transports en commun quand même bien organisés et la possibilité aussi d'explorer du territoire de façon très structurée. Donc, on était très actifs. Après ça, on a déménagé à l'âge de 10 ans au Lac-Saint-Jean sur une ferme. Donc, on était encore une fois très, très actifs. Et j'ai souvenir de mon premier jogging, en fin de compte, ma première course, où j'étais parti voir ma grand-mère qui habitait à 7 km dans la vallée de Dlémont, à Bouécourt. Et j'étais parti de chez nous et j'avais descendu la montagne finalement à la course et j'avais eu beaucoup de plaisir à le faire, à avoir cet essoufflement, probablement ces endocannabinoïdes qui se produisaient dans mon cerveau. Et finalement, j'ai eu un peu la piqûre, donc je courais de temps en temps pour le plaisir en étant très actif. Et arrivé au Canada, on a les fameux, la culture un peu américaine où on a les cross-country, on a la possibilité de faire de l'athlétisme en parascolaire, donc après l'école. Et puis, j'ai commencé à courir du 800 mètres sur piste. J'avais beaucoup de plaisir à faire ça et des crosses. C'est là où j'ai eu mes premières blondes, mes premières amoureuses qu'on dit au Québec. Et puis voilà. Donc, la course à pied s'est construite très, très jeune. Et à l'âge de 14 ans, j'ai décidé d'aller aux Olympiques sur marathon. Bon, j'ai constaté assez rapidement que c'était peut-être pas ma distance ni ma physiologie, que j'avais peut-être pas toutes les qualités pour pouvoir aller aux Olympiques sur marathon, mais j'avais quand même ce désir très jeune et j'ai commencé à être très régulier et quand j'avais 14 ans.
Alors, à 14 ans, on n'a pas Internet, on n'a pas Facebook, on a une bibliothèque avec des livres qui ont des plans d'entraînement. Et j'avais pigé un plan d'entraînement de ski de fond qui était en minutes et j'avais suivi ça pour m'entraîner en course à pied. Et c'était le début de mon histoire avec la course à pied, mon histoire Ok. d'amour. Et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux blessures en particulier de plus près? Alors, quand j'avais 14 ans, puis que j'ai commencé à être très régulier, j'ai aussi fait beaucoup d'erreurs. Donc, aller très vite, monter très rapidement vers des 14, 15, 16 kilomètres quand j'avais 14 ans et que finalement, je courais de façon régulière depuis peu de temps. Et j'ai eu une tonne de blessures. J'ai eu, que ce soit les classiques périostite, douleurs fémoro-patellaires, tendinopathie d'Achille et ainsi de suite. Et je les ai à peu près tous eus quand j'étais jeune. Donc, souvent, je courais, j'étais un peu arrêté, j'avais une tête qui était très volontaire, qui avait envie de faire plein de choses, qui avait envie d'aller aux Olympiques et de ce rêve. Et finalement, mon corps ne suivait pas tout ce que j'avais envie de lui donner. Donc, j'ai été confronté aux blessures. Alors, dans ce temps-là, ce n'était pas très compliqué. J'allais voir un médecin qui me disait, il faut que tu arrêtes pendant 2 mois. Il me donnait des petites pilules. Et puis, finalement, avec des anti-inflammatoires et 2 mois de repos, je recommençais après encore une fois trop vite. Et ces blessures-là m'ont amené à être en contact à un moment donné avec des physiothérapeutes quand j'étais plus vieux un peu, juste pré-universitaire. Et ça m'a donné envie d'aller en physio et de trouver des solutions pour ces choses-là. Pas pour moi, mais... je suis rentré à l'Université Laval en physiothérapie. Et dans ce temps-là, je faisais du foot, du soccer et de l'athlétisme. Et je mélangeais un petit peu les deux. Et puis voilà. Donc, je suis rentré à l'Université Laval en physio et j'ai développé une spécialité course à pied dès ma sortie comme physiothérapeute en 1998 parce que la moitié de l'ensemble de tous les gens qui venaient me voir étaient des coureurs et j'étais dans des clubs de course, je connaissais les coureurs, donc j'ai développé une expertise rapidement comme ça. Ok. Donc comme je te disais juste avant en off, j'ai remarqué que dans pas mal de podcasts, tu as beaucoup parlé de chaussures, notamment de chaussures minimalistes. Donc aujourd'hui, je te propose qu'on aborde d'autres sujets, comme la biomécanique par exemple. Donc la première question que j'aurais par rapport à ça, c'est comment est-ce qu'on reconnaît une foulée naturelle? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une différence entre un sprint, une course lente ou une marche par exemple? Alors, il y a 3 biomécaniques très distinctes, effectivement. Alors, quand tu es dans le sprint, tu te sauves de l'ours qui te court après. L'objectif, ce n'est pas d'être économique, c'est d'être le plus rapide possible. Et c'est très peu économique que de faire un sprint. En fait, les gars et les filles qui font du 100, voire du 200 mètres, respirent à peu près pas ou pas du tout. Pendant ce 200 mètres, par contre, ils vont très, très vite. Donc, on est dans une mécanique qui est différente, avec un objectif qui est différent, c'est d'aller plus vite. Quand on est dans la marche, la dynamique de marche, c'est de se déplacer d'un point A à un point B, puis là, on peut marcher de plus en plus vite et la marche humaine est extrêmement économique. La seule chose, c'est qu'à une certaine vitesse de marche, on devient moins économique parce que là, on commence à être... en fait, ça devient plus économique de commencer à jogger, de commencer à courir. Donc, il y a une certaine vitesse de marche où naturellement, on va transférer vers la dynamique de course. Et la dynamique de course, qui n'est pas le sprint, mais qui est la dynamique de course, on va dire, d'endurance, est aussi extrêmement économique. Et il y a plein donc, l'objectif, quand on parle d'économique, c'est de durer le plus longtemps dans le temps. C'est-à-dire, je cours après une gazelle au milieu de la savane quand il fait très chaud. On appelle ça le persistent hunting. Et en fin de compte, parce que j'ai une capacité à l'endurance qui est exceptionnelle, parce que je suis très économique et parce que j'arrive à contrôler les températures internes très bien, c'est-à-dire qu'on a des systèmes de refroidissement à l'être humain qui sont très efficaces, j'arrive à courir après la gazelle pour même l'amener, elle, en coup de chaleur pour qu'elle s'effondre et que je puisse finalement l'accueillir. Alors, c'est ce qui existe encore dans certaines tribus en Afrique et qui a abondamment existé dans le passé. Donc, l'objectif de cette économie de course, c'est de dépenser le moins d'énergie possible pour aller du point A au point B. Donc, il y a des manières, en fait, la course elle-même est déjà économique. Plus on court depuis longtemps, plus on court souvent, plus elle devient économique. Et il y a aussi des manières de travailler son économie de course. Quelles sont-elles? Alors, on ne veut pas parler de chaussures, je comprends, mais je suis obligé quand même de Tu peux le après. nommer. En fait, c'est que
la chaussure est la principale intervention qui altère la biomécanique dite naturelle. Alors, tu me posais la question tout à l'heure, c'est quoi la biomécanique naturelle? On fait la différence entre une biomécanique qu'on va dire naturelle versus normale. Alors, la normale, c'est ce qu'on observe chez tout le monde, donc chez la majorité des gens. Donc, la majorité des gens ont des cadences moyennes autour de 155 pas par minute quand on prend le coureur récréatif. Quand on parle du coureur plus expérimenté, ça monte un peu à 165 et l'élite à 175. Il reste que les débutants, les récréatifs ont des cadences très lentes. La cadence, c'est le nombre de pas qu'on fait en une minute. Quand on fait des grands pas, c'est beaucoup moins économique que quand on fait des plus petits pas. Alors, je reviens à la biomécanique normale. La biomécanique normale qu'on observe chez la majorité des gens, c'est ceux qui ont des chaussures traditionnelles, maximalistes, comme 95% des Européens, des Nord-Américains ont des chaussures maximalistes. Et ces chaussures-là vont amener des cadences plus lentes, parce que quand on évalue des personnes qui sont pieds nus ou en chaussures minimalistes, ils ont des cadences beaucoup plus élevées. Donc, l'agro-chaussure amène des cadences plus lentes, amène une augmentation de l'attaque talon, et potentiellement aussi, avec une cadence lente, des phases de freinage. Donc, porter la jambe loin en avant de son centre de gravité peut amener des phases de freinage qui sont contre-productifs, c'est-à-dire qui vont être beaucoup moins efficaces. Donc, si on parle de course normale, ça s'observe beaucoup avec, bien évidemment, les chaussures traditionnelles maximalistes, comme tout le monde a, des cadences qui sont en moyenne de 155 pas par minute, et un angle pied-sol en attaque talon qui est en moyenne de 18-20 degrés. L'ensemble de ces paramètres-là font en sorte que bon nombre de coureurs récréatifs et occasionnels sont peu efficaces au niveau énergétique. C'est-à-dire, si on mesure combien ça coûte en énergie pour se déplacer sur 1 km, ça coûte plus cher que les coureurs expérimentés. Pour prendre l'autre extrême, les coureurs expérimentés qui courent tous les jours depuis longtemps et qui sont pieds nus pour prendre l'extrême de l'extrême. Ces patients-là, ces coureurs-là, ces clients-là développent des biomécaniques ultra efficaces. Et on observe ça aussi chez ceux qui ont des grosses chaussures, qui ont des cadences plutôt lentes. À force de courir, leur cadence va augmenter et à force de cumuler du millage, du kilomètre et des années d'expérience, leur économie de course va s'améliorer à travers le temps. Et on a des gens qui ont déjà été fortement évalués comme Paula Radcliffe, par exemple, qui, durant toute sa carrière, jusqu'à son record du monde sur marathon en 2h15, avait un VO2 à peu près similaire, mais s'est amélioré à travers le temps par les années de course à pied sur son économie de course. Ok. Et concrètement, quelles sont les adaptations que le corps met en place naturellement, que ce soit pour marcher ou courir d'ailleurs, que ce soit au niveau des pieds, des jambes ou des autres parties du corps? Alors, la personne qui court et qui court plus fréquemment va avoir des adaptations de toutes sortes. Donc, on va augmenter la densité osseuse, on va augmenter la qualité des tendons et des muscles, on va augmenter l'effet élastique du corps, c'est-à-dire que plus on va courir, plus il va y avoir des mécanismes élastiques qui vont être très peu coûteux au niveau énergie parce que ce n'est pas du travail musculaire qu'il faut produire, mais c'est des tissus qui ont l'habitude de se faire étirer, qui ont un rapport à l'étirement qui va faire en sorte qu'ils vont devenir plus économiques. Il y a plein d'adaptations. Les adaptations sont anatomiques, structurelles. On solidifie à peu près tout notre corps, mais il y a des adaptations aussi physiologiques. On améliore notre système cardiovasculaire, notre système respiratoire, on augmente notre taux de globules rouges pour transporter l'oxygène. On augmente aussi la tolérance à l'inconfort de la course à pied psychologiquement. Donc, il y a beaucoup d'adaptations qui sont aussi au niveau central, au niveau cognitif, au niveau émotif. Voilà, il y a plein d'adaptations qui arrive avec la course à pied. Et plus on court, plus le corps s'adapte et plus il devient performant et tolérant à courir. Ok. Il y a une notion importante en course à pied que je t'ai souvent entendu évoquer, celle de la progressivité et celle de la quantification du stress. Stress mécanique. Du stress mécanique. Concrètement, quels sont les premiers signaux d'alerte physique d'un manque de progressivité? Alors, habituellement, le corps est assez bien fait qu'il t'envoie des signaux de douleur. Donc, tu as plein de signes possibles. Hein. Tu peux tout d'un coup réaliser que le dessus de ton pied est gonflé, puis tu n'as pas senti trop de douleur, ça peut arriver. Mais la douleur pendant ton activité est probablement un des meilleurs indicateurs. La douleur après, encore un meilleur.
Donc, je suis allé courir. J'ai couru pendant 1 heure. J'avais l'habitude de faire des 30 minutes, mais là, il fait beau, je me sens bien, je fais 1 heure. Mon corps n'est pas adapté à avoir autant de répétitions. Donc, quand j'ai fait 30 minutes de course, c'est 2700 répétitions de saut sur une jambe et sur une autre. Mais quand je fais 1 heure, ben, c'est 5400. Donc là, j'ai dépassé ma tolérance. Et il y a des tissus qui, tout d'un coup, peuvent s'inflammer, s'irriter, devenir en souffrance en lien avec la surcharge appliquée. Parce que quand on va courir, on crée des bris dans nos tissus et dans notre corps. Mon tendon, mon muscle va avoir des micro-déchirures en lien avec la charge mécanique appliquée. Et le corps est tellement bien fait que je crée des petits bris. Il rentre à la maison, il passe une bonne nuit de sommeil, il produit quelques hormones et il mange un peu et finalement, il répare l'ensemble de ces bris-là de façon rapide et conséquente pour augmenter sa tolérance. Donc, la fois d'après, plutôt que 30 minutes, je vais être tolérant pour faire 31 minutes versus 32, versus 33. Et ce que ça fait finalement, c'est que mon corps s'adapte à ces adaptations mécaniques-là. Okay. Si tout d'un coup, on dépasse la tolérance, le corps crée des micro-bris qui sont trop importants par rapport à sa capacité de réparation. Et si j'enchaîne le lendemain et le surlendemain, je m'enlise dans un processus pathologique. Je crée une blessure graduelle. Mes bris sont plus importants que ma capacité de réparation. Et là, je développe une fracture de stress, une tendinite, une douleur rotulienne et ainsi de suite. Ok. D'ailleurs, on parle souvent de renforcement musculaire pour prévenir des blessures. Il y a beaucoup de pathologies, comme tu viens de l'évoquer, qui sont relatives aux tendons. Beaucoup de douleurs qui viennent souvent des tendons. Oui. Est-ce qu'il y a des exercices spécifiques, des méthodes spécifiques pour renforcer les tendons en particulier, justement? Alors, j'aime dire que tous les exercices sont bons s'ils sont bien quantifiés et aucun exercice en soi-même est absolument essentiel et tous les exercices vont même être mauvais si mal quantifiés. Donc, le plus important, c'est de calculer le niveau de stress qu'on met sur ton corps. Donc, le premier conseil, avant même de dire à quelqu'un, si tu veux prévenir les tendinopathies, les tendinites, les blessures tendineuses et les douleurs tendineuses, fais des exercices. Avant même de lui dire ça, je vais lui dire cours tous les jours. Parce que la récurrence du stimuli est une des meilleures choses qu'on peut faire pour créer des adaptations au niveau d'un tissu. Donc, si on a, je ne sais pas moi, dans ta famille, ils ont tous des tendinites d'Achille et tu te dis, moi, je ne veux pas avoir de tendinite d'Achille, je vais me prémunir de cette pathologie. Mon conseil, c'est d'être très graduel, bien évidemment, de courir tous les jours, à la limite d'ajouter un deuxième stresseur par jour à distance de ta course à pied par un exercice, par exemple, de renforcement. Et si on fait du renforcement, ça peut être n'importe quoi qui stresse le tendon. Donc, ça peut être je monte, descends sur la pointe d'un pied, ça peut être je fais de la corde à sauter, ça peut être je vais dans un gym et avec des charges très lourdes, je fais des 8-10 répétitions. Les possibles sont grands et actuellement, la science ne statue pas sur quel est le meilleur des exercices pour prévenir les tendinopathies. Même pour les traiter, on ne sait pas c'est quoi les meilleurs exercices. Ce qu'on sait, c'est qu'ils doivent absolument être appliqués dans le dosage optimal pour stimuler par mécanotransduction la fabrication de collagène dans ton tendon pour que le tendon devienne plus solide, mais sans créer de fragilité parce que le stress a été trop important par rapport à la capacité de ton corps à tolérer le stress mécanique. Ok. Pour revenir à tout ce qui a trait à la prévention des blessures, est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas cités et qui te paraissent essentiels à prendre en compte? Alors, en numéro 1, c'est la quantification du stress mécanique. Là-dedans, c'est assure-toi d'être progressif, de ne pas avoir de douleur quand tu fais des entraînements. Ou si elles sont présentes, elles doivent être minimes et disparaître rapidement pour pouvoir enchaîner le lendemain un autre entraînement. Sinon, c'est que tu en as trop fait. L'autre chose, c'est qu'il y a des facteurs biomécaniques sur lesquels on peut jouer, qui est modérer les forces d'impact, donc courir en faisant un peu moins de bruit, avoir une cadence relativement élevée. On parle de 180 plus ou moins 10, grossièrement. Quand tu es un débutant, c'est la recommandation que je fais. Et d'avoir des chaussures plutôt simples, minimalistes, parce qu'on sait que les grosses chaussures vont avoir tendance à altérer les biomécaniques de course. Et c'est un gros problème actuellement parce que, bien évidemment, il ne se vend que ça ou presque. Donc voilà, on est en train de créer une génération de gens qui courent pas très bien, dans le sens de pas très protecteurs pour leur corps et pas très efficaces non plus pour être économiques et pour être performants.
Donc voilà, ça va juste prendre plus de temps à ces gens-là à force de courir pour améliorer leur technique, mais au final, s'ils courent tous les jours, ils vont développer des techniques quand même efficaces en courant tous les jours. Et à tout ça, on pourrait rajouter, après chaussures plus simples, cadence élevée, moins de bruit, tout ça après bien évidemment la quantification du stress mécanique, on pourrait rajouter augmenter la tolérance de son corps en faisant des exercices de renforcement globaux de toutes sortes qui pourraient, même si la science est un petit peu floue sur le sujet, on pense quand même qu'augmenter sa tolérance au stress mécanique par des exercices de renforcement pourrait être pertinent. Et pour certains individus en particulier, de tendance très raide, peut-être qu'un programme d'assouplissement, surtout quand on prend de l'âge, pourrait être pertinent pour certains individus en particulier. Ok. Selon toi, comment on fait pour éduquer les gens justement à tous ces sujets? Comment on fait pour les informer? Parce qu'au final, dit comme ça peut paraître évident, mais n'empêche qu'il y a toujours 30 à 50% des coureurs qui se blessent encore chaque année, pardon. Ouais. Donc, quelles sont tes solutions à toi pour En éduquer les fait, gens? il y en a plusieurs. On fait des podcasts, comme tu fais, et puis on espère qu'il y a beaucoup de gens qui les écoutent puis qui s'éduquent. On est toujours dans le problème de l'éducation. Donc, il y a les podcasts, il y a les livres. On a écrit un livre vulgarisé, La santé par la course à pied, la clinique du coureur, qui expose l'ensemble de tous ces facteurs-là et qui donne des solutions, qui a des programmes, des trucs. Nous, on forme à la clinique du coureur, on forme des professionnels de la santé, on en a formé des dizaines de milliers pour qu'eux éduquent les coureurs. On a aussi le coaching du coureur où on a des coachs qui sont formés par la clinique du coureur qui, eux, coachent des individus et des coureurs. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, ce qui est le plus efficace pour éduquer les gens, c'est les médias sociaux et le format court. Donc, si jamais tu fais un petit reel avec des choses que j'ai dit, puis qu'on met ça sur les médias, puis que tu mets en collaboration et puis qu'on partage ça un maximum, moi, je pense que c'est ce qui a aujourd'hui le plus de portée. Le problème, c'est que ça se noie dans une mer d'informations qui est beaucoup de bullshit et de junk, beaucoup de choses qui sont tout à fait inadéquates et non scientifiques. Donc, c'est la problématique qu'on a aujourd'hui. On a plein d'informations qui viennent de partout, mais la question, c'est qui est crédible à travers tout ça? Parce qu'on arrive à faire croire plein de choses à plein de gens qui sont des faussetés, mais voilà. Ok. Dernière chose aussi que j'aimerais aborder au sujet des blessures, c'est quelque chose que j'ai peu entendu dans d'autres podcasts. Je crois que je l'ai entendu dans celui de Mathieu Blanchard et de Maxime Lopez, je crois. C'est le fameux protocole Peace and Love appliqué après une blessure. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est né ce protocole et en quoi il consiste, que signifie l'acronyme? Oui. Alors, quand on se faisait une entorse de cheville ou qu'on se faisait une lésion myoaponevrotique, le fameux claquage vulgarisé, on appliquait de la glace, on prenait des anti-inflammatoires, on se reposait et on appliquait le principe qu'on appelait RICE. En français, c'était grec. G pour glace, R pour repos, E pour élévation, C pour compression. Et bon, cet acronyme a évolué vers le POLICE et nous, on l'a fait évoluer vers le Peace and Love. Donc, le Peace and Love, c'est le nouvel acronyme, en fin de compte, pour la gestion des blessures traumatiques. Le Peace, c'est ce qu'on fait dans les 2-3 premières journées. Le Love, c'est à partir de la journée 3, 4, on commence le Love. Et le Love est aussi ce qu'il faut faire pour les blessures non traumatiques. Donc, le Love, c'est aussi l'acronyme pour les blessures de type tendinite, douleur fémoro-patellaire, périostite, fasciite, etc. Donc, pour le détailler, le Peace, en fin de compte, c'est P pour protection. Quand on se fait une entorse de cheville, la première chose qu'on veut, c'est ne pas avoir de douleur. On veut s'assurer, en fin de compte, pour les premiers jours, d'éviter les symptômes associés. Ça, c'est le P pour protection. Donc, on peut porter des béquilles, on peut se faire un taping, une chevillère, on peut ne pas marcher, on peut marcher dessus si jamais ça fait pas mal, mais l'objectif, c'est de ne pas avoir de douleur. Le E, c'est pour élévation. On met la cheville plus haut que le cœur pour être sûr que si on a une entorse, en fin de compte, il n'y ait pas d'édème secondaire qui se fasse. Le A, c'est pour Avoid Anti-Inflammatory Modalities. C'est éviter les modalités anti-inflammatoires. Donc, dans une blessure traumatique, on ne met plus de glace. On ne prend surtout pas d'anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, même en vente libre, Advil, Motrin, Ibuprofène, que vous avez certainement en France, nuisent à la guérison tissulaire. Donc, on évite les anti-inflammatoires et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut éduquer les coureurs parce que la majorité des coureurs vont se popper des petites pilules chaque fois qu'ils ont mal à quelque part et se
se surprennent plus tard pourquoi j'ai développé une douleur chronique au genou, au tendon et ainsi de suite. La meilleure manière de mal guérir, en fin de compte, c'est de prendre des anti-inflammatoires. Donc ça, c'est le A du PEACE. Après ça, on a le C pour compression. Si jamais il y a un gonflement, on peut comprimer la zone atteinte pour essayer de résorber un peu ça. Et le E, c'est pour éducation. Quand on parle d'éducation, c'est qu'on a par exemple des tests précis pour savoir si suite à une entorse, il faut faire une radiographie ou pas. Donc, ces tests-là, exemple, on est capable de marcher 4 pas sur notre jambe, à partir de ce moment-là, on évite de faire une radiographie, ça ne sert à rien. L'autre chose, en fin de compte, c'est qu'on est dans un monde de surmédicalisation où les médecins, les physios et les gens en général vont demander des résonances magnétiques pour 50 000 petits bobos et c'est beaucoup plus nuisible que bénéfice pour la majorité des patients. Donc, on éduque le patient à ne pas surmédicaliser sa condition, ne pas surtraiter sa condition. Il y a plein de choses qu'on va faire, en fin de compte, pour essayer de l'éduquer aux bonnes pratiques. Fait que ça, c'est le PEACE, c'est ce qu'on fait les premiers jours. Vient ensuite le LOVE, qu'on commence au jour 3. L, c'est pour load. On charge le tissu de façon graduelle avec une bonne quantification du stress mécanique. Le O, c'est pour optimisme. On sait que ceux qui sont optimistes vont avoir tendance à guérir beaucoup plus vite que ceux qui sont négatifs. Il est préférable d'avoir une entorse grade 3 en se disant « moi, je crois que ça va guérir vite » que d'avoir une grade 1, mais en se disant « oh my God, je vais en avoir pour des mois ». On sait que le profil du patient a une influence tellement grande sur la réadaptation qu'on est obligé même de l'adresser. Donc, O pour optimisme, V pour vascularisation. Dès le jour 3, c'est sur le vélo, cardio, on mouline, il faut vasculariser la structure. Et E pour exercice, on normalise la force, la flexibilité et la proprioception avec des exercices appropriés. Alors ça, c'est le Peace and Love. Et le LOVE, vous reconnaissez, le load, optimisme, vascularisation, exercice, c'est la même chose pour toutes les tendinopathies qu'on peut retrouver. Donc, toutes les blessures non traumatiques de surutilisation peuvent suivre l'acronyme LOVE. Et comment ça nous est venu, cet acronyme-là? Les anciens acronymes étaient désuets. On sait qu'il ne faut pas donner d'anti-inflammatoires, on sait qu'il ne faut pas mettre de glace, on sait que les facteurs psychosociaux, l'optimisme a une influence importante. Je savais, par exemple, qu'avec mes patients, dès le jour 2-3, je les mets sur le vélo. Donc, on a repris l'ensemble des bonnes choses qu'on fait aujourd'hui, qui sont démontrées par la science, et on a regardé qu'est-ce que ça faisait. Et tout d'un coup, dans un jogging, j'ai eu une illumination et on a trouvé l'acronyme Peace and Love. Voilà. Ok. Il y a 2 points sur lesquels j'aimerais revenir par rapport à tout ce que tu viens de dire. Donc la première, c'est tout ce qui est question des anti-inflammatoires, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a peu de gens qui sont aujourd'hui au courant des méfaits des anti-inflammatoires sur les blessures. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce qui se passe concrètement si on prend des anti-inflammatoires? Oui. Alors, d'abord, tu as un risque court terme. Il faut savoir qu'on tue 16 000 personnes aux États-Unis à chaque année avec la prise d'anti-inflammatoires. Vente libre ou prescription. C'est plus de 110 000 hospitalisations. Okay? Donc, on a déjà un problème court terme, principalement des saignements gastriques. Si vous avez un ami qui est urgentiste, urgentologue à l'hôpital, à chaque semaine, il a plusieurs cas de saignements gastriques en lien avec les anti-inflammatoires. Je crois que le problème est peut-être un peu moins grand en France qu'il l'est en Amérique du Nord, par le fait que votre culture de la prise de pilule est peut-être un petit peu moins grande déjà, mais qu'aussi, il y a peut-être un petit peu moins de promotion, publicité pour les anti-inflammatoires, ce qui se fait beaucoup en Amérique du Nord. On voit des publicités télé de prendre de l'Advil pour retrouver sa vigueur, sa fonction, sa capacité de danser et de courir, et ainsi de suite. Ce que vous n'avez pas en France parce qu'il y a des régulations gouvernementales qui vous empêchent d'avoir de la publicité sur certains médicaments, ce qui est une excellente chose. Donc, le premier truc, c'est qu'il y a un effet court terme et un danger de la prise d'anti-inflammatoires qui existe, qui est très notable, que les gens ignorent complètement. La deuxième chose, c'est que quand on prend un anti-inflammatoire, on empêche la prolifération cellulaire. On empêche, en fin de compte, tout le processus de réparation tissulaire. J'ai traumatisé un tissu parce que j'ai couru aujourd'hui 40 kills. C'était un peu plus que mon habitude. Mon tendon a eu plein de microbris. Ces microbris-là créent des microprocessus inflammatoires qui sont responsables de réparer les petites ficelles de mon tendon. Et en prenant un anti-inflammatoire, je vais inhiber cette
cascade inflammatoire, cette cascade biochimique, et je vais empêcher, en fin de compte, le tissu de s'auto-réparer. Le corps est tellement bien fait qu'il s'auto-répare en continu. Et donc, de prendre des anti-inflammatoires en empêchant ça, ça amène une fragilité tissulaire secondaire. Donc, quand on vient faire un test après 2, 3, 4 semaines sur le tissu tendineux, ça, c'est des études de laboratoire où on va donner des anti-inflammatoires à des rats et on va sacrifier le rat à la fin pour regarder c'est quoi la force tensile du tendon. On met le tendon dans une machine pour regarder à combien de force il va rupturer. Ceux qui ont eu des anti-inflammatoires, ça rupture beaucoup plus tôt que ceux qui n'ont pas eu d'anti-inflammatoires. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, quand j'ai inhibé les processus d'adaptation, je vais créer des fragilités tissulaires qui vont jusqu'à 40%, et c'est vrai pour tous les tissus. C'est vrai pour les os, pour les tendons, pour les muscles, pour les ligaments, pour tous les tissus vivants. On empêche l'adaptation avec la prise anti-inflammatoire, on crée de la fragilité, on augmente le risque de récidive. Ok. J'ai entendu dire aussi qu'il y a pas mal d'athlètes qui prennent des anti-inflammatoires en prévention avant des grosses courses, voire même avant des entraînements intenses. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Ce sont quoi les risques si on prend des anti-inflammatoires en prévention avant un entraînement ou une course? Ben, il y a deux choses qu'il faut savoir. Mon argument d'être tu as des chances de mourir, l'athlète qui a l'habitude de le faire, il va dire non, j'ai un estomac d'acier, moi, j'ai pas de problème avec ça, puis je suis pas mort jusqu'à maintenant, donc c'est un mauvais argument. Parce que c'est vrai que ça touche des personnes en particulier. Par contre, ce que je vais dire à cet athlète-là, en fin de compte, c'est que quand il fait un entraînement où il enchaîne 10 fois 1000 mètres avec 2 minutes de récup, et puis qu'il vient de s'enchaîner un bon entraînement de haut niveau, là, où il a créé des bris tissulaires, et qui prend un anti-inflammatoire, le problème, c'est que ces adaptations et structurelles anatomiques ne se feront pas autant. Donc, il ne prendra pas autant de force, il ne prendra pas autant de qualité musculaire parce qu'il a pris des anti-inflammatoires. Donc, c'est comme si son entraînement ne sert à pas grand-chose. Et en plus, il y a des études qui montrent que même ces adaptations physiologiques, c'est-à-dire le fait d'améliorer son VO2, le fait d'améliorer son cardiovasculaire, va être moins important aussi. Parce que les anti-inflammatoires ont des effets sur certaines enzymes de l'endurance qui, quand on les prend, vont avoir des effets délétères sur la prise d'endurance. Donc, quand il fait ça, ben, j'y dirais plutôt que faire 10 fois 1000 mètres, fais 5 fois 1000 mètres. Tu vas avoir plus d'effets que ton 10 fois avec les anti-inflammatoires, faisant un peu moins. Et comme ça, tu n'auras pas besoin de prendre des anti-inflammatoires pour ne pas avoir mal à ton tendon. Mais clairement, cette pratique-là est nuisible énormément pour la performance et certainement nuisible sur la durée pour durer dans le temps. C'est-à-dire que ceux qui font continuellement ça commencent à développer des tissus pathologiques beaucoup plus tôt, vont arrêter la course beaucoup plus tôt, vont avoir des problématiques de toutes sortes. Voilà. On a des études, par exemple, sur la lombalgie. Si tu prends des anti-inflammatoires suite à une première lombalgie, tu as beaucoup plus de chances de récidiver dans les futures lombalgies. Ok, c'est intéressant. Et deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'était sur le optimisme. À quel point ça influe, j'ai envie de dire même de manière générale, pas seulement sur les blessures, et à quel point la psyché influe sur le corps selon toi, que ce soit au niveau des blessures, au niveau de la performance, et ainsi de suite? Moi, je pense que c'est énorme et largement sous-estimé. En fait, on n'a pas eu beaucoup d'études pendant des années et des années là-dessus. Hein. C'était quelque chose d'un petit peu exclu, on va dire, de la sphère scientifique. On a commencé à avoir beaucoup d'études sur les lombalgies, les cervicalgies, où les facteurs psychosociaux étaient des déterminants très importants de l'évolution de la pathologie. Donc, quand tu as une lombalgie chronique, tes facteurs psychosociaux sont beaucoup plus prédicteurs de comment tu vas évoluer que le grade, par exemple, de ton hernie discale ou l'atteinte que tu vas avoir ou le degré d'arthrose, par exemple, que tu as dans le dos. Ça, on le savait déjà pour la lombalgie depuis plusieurs années. Mais récemment, il y a des études qui commencent à l'évaluer sur des pathologies complètement, je vais dire, insoupçonnées. C'est-à-dire, j'ai une entorse de cheville, ben, tu as un grade 1, le ligament est déchiré à peine, avec un peu d'étirement. Tu as le grade 3, il est complètement déchiré. Ben, encore une fois, les facteurs psychosociaux semblent être des facteurs beaucoup plus prédicteurs de l'évolution de la pathologie et de retour à la fonction que le grade de la pathologie. Donc, c'est largement sous-estimé. On connaît encore très peu de choses sur le sujet, mais clairement, c'est une influence énorme. Et tu me parles de performance. Sur la performance,
c'est encore plus grand probablement. La capacité de se faire mal, la capacité de s'amener dans des zones particulières. Bien évidemment, ça suit la physiologie, ça suit l'entraînement, ça suit... mais il reste que c'est quelque chose de phénoménal. C'est intéressant. Est-ce qu'on peut faire un lien entre certains problèmes psychologiques, certains mal-être et un type de blessure en particulier? Ou pas forcément? Là, par contre, tu embarques dans un autre niveau encore. Exemple, j'en ai Ouais, trop sur les épaules, j'ai mal aux genoux ou j'ai mal aux épaules. par exemple, oui. Voilà. J'ai besoin de faire un mouvement dans ma vie que je ne sais pas si je vais faire. Ça ne va pas avec ma conjoint, mon conjoint, ma conjointe. Et puis là, j'ai mal au genou parce que le genou, c'est est-ce que je bouge ou est-ce que je ne bouge pas? Là, on est dans un autre niveau. Je ne me prononcerai pas trop parce que d'une part, ce n'est pas trop dans mon expertise, mais moi, j'ai un esprit extrêmement scientifique, bien évidemment. Donc, j'ai besoin d'avoir des études, de l'étudier, etc. Mais je reste très ouvert. Hein, moi, j'ai des patients qui me rapportent ces choses-là, qui disent « Ouais, là, dans ma vie, ça va pas bien. Puis là, c'est drôle, ils ont 2 fois plus mal. » Ben, ça s'explique très bien. Est-ce qu'une articulation en particulier, une zone en particulier correspond à différents profils? Je ne sais pas. OK. Tu as évoqué plusieurs fois le coaching du coureur et la clinique du coureur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces 2 boîtes-là? Comment elles ont été fondées et c'est quoi un petit peu leur mission aujourd'hui? Oui. Alors, la clinique du coureur, c'est un organisme de formation continue qui bouleverse un peu les pratiques des professionnels de la santé et de l'entraînement parce qu'elle a une veille systématique de la littérature. On épluche toute la littérature qui existe sous la terminologie running runners. Et en fin de compte, on constate que la littérature scientifique et ce qu'on connaît de la science n'est pas toujours dans le même sens que nos pratiques actuelles. Donc, la clinique du coureur a été un des premiers organismes à dire attention, les pieds plats, les pieds creux, on s'en fout, c'est des trouvailles, c'est des particularités anatomiques, ça n'a pas de lien avec les pathologies, quand tout le monde pensait que les pieds plats causaient des problèmes ou les pieds pronateurs causaient des problèmes. On a été parmi les premiers à dire peut-être que c'est pas une bonne chose de s'étirer juste avant de faire du sport, de porter plus d'amorti pour prévenir les blessures, parce qu'on avait déjà des études qui nous montraient que ça marchait pas, au niveau biomécanique, il ne faut pas trop intellectualiser, mais faire des petits pas et faire moins de bruit, ça peut avoir des rôles préventifs. Et on a été très innovant, en fin de compte, la clinique du coureur, sur des concepts, en fin de compte, qui ont changé un peu la culture des professionnels de la santé dans leur enseignement. Bien évidemment, on n'invente rien, on innove. C'est-à-dire qu'on fait mieux que l'existant en fonction de ce qui est dans la littérature scientifique. Et la clinique du coureur a développé des outils qui sont le Peace and Love, la quantification du stress et plein d'autres. La pyramide des stresseurs, la manière d'analyser la biomécanique. Il y a plein d'outils qu'on a développés que les cliniciens et que les professionnels de l'entraînement peuvent utiliser. Donc, la clinique du coureur, ça a été fondé en 2008. Au début, j'étais tout seul avec Isabelle, ma blonde. Et puis, maintenant, on est à peu près 72 dans le monde à enseigner. On enseigne dans une quinzaine de pays. Et puis, voilà. Le coaching du coureur, lui, c'est une start-up qui s'adresse non pas aux professionnels de la santé, mais aux coureurs. Donc, on fait des programmes d'entraînement, on fait de l'éducation aussi. Il y a plein de petites choses qu'on fait autour de ça. Et quand je dis que c'est une start-up, c'est que ça date de 2 ans à peu près. Donc là, on est en train de monter cette structure-là. On a, je pense, une 30-40 coachs à peu près. Et on a toutes sortes de programmes pour aider les coureurs à atteindre leurs objectifs. OK. Juste pour revenir sur la pyramide des stresseurs, qu'est-ce que c'est concrètement? Oui, en fait, on constate qu'il y a des pathologies, en fin de compte, qui sont des pathologies plus de répétition, de charge ou d'amplitude. Donc, on a par exemple le syndrome de la bandelette iliotibiale, qui est une douleur sur la face latérale du genou, qui est une blessure classiquement de répétition. Donc, la personne ne se fait jamais un syndrome de bandelette parce qu'elle a couru trop vite, mais elle va se faire une bandelette parce qu'elle a trop couru, en distance, en volume, en nombre de répétitions. À l'opposé, une périostite tibiale ou une tendinopathie achilléenne, la tendinite d'Achille, ce sont des pathologies qu'on appelle de charge. Donc, c'est des pathologies qui vont apparaître en lien avec de la vitesse, de l'explosion, de la corde à sauter, quelque chose qui nous amène sur l'avant-pied puis qui vont charger, monter des côtes, faire tout ce qui amène une charge sur le tissu de façon trop importante. La répétition des gestuels est beaucoup moins stressant pour ce type de pathologie-là. Donc, puis la troisième, dans la pyramide, il y a une troisième catégorie qui sont les amplitudes et on est capable, comme professionnel, de déterminer un peu
comment on va réorienter un coureur en fonction de ces 3 types de stresseurs. Donc, une bandelette iliotibiale, on peut faire autant d'intensité qu'on veut, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'on coupe la longue sortie, il faut qu'on coupe le volume, il faut qu'on coupe le nombre de sorties par semaine. À l'opposé, une tendinopathie d'Achille, on va recommencer par faire du volume bien avant de faire de la vitesse, de la pliométrie, des choses qui sont explosives. Et c'est par le volume qu'on va pouvoir traiter une tendinopathie persistante. Donc, on va courir tous les jours, voire 2 fois par jour pour créer de l'adaptation. Donc, c'est des outils que vous pouvez retrouver sur le site de la Clinique du coureur, mais c'est on a dû développer peut-être une quinzaine d'outils innovants à la Clinique du coureur de ce type-là qui ont été mis en poster, qui sont dans le livre, etc., etc. Ok, c'est intéressant. D'ailleurs, tu es surtout connu pour ton entreprise, la Clinique du coureur et du coaching du coureur. Mais on en parlait en off, tu as pas mal de boîtes finalement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, toi, c'est quoi ton parcours entrepreneurial et c'est quoi ta philosophie derrière tout ça? Parce que je vois que tu as une vision de l'entrepreneuriat, de la gouvernance qui me plaît beaucoup et que je trouve très dans l'air du temps. Donc, est-ce que tu peux développer un petit peu tout ça? Alors, moi, j'ai pas étudié en entrepreneuriat, j'ai étudié en physiothérapie, je suis devenu physiothérapeute, je suis devenu après ça clinicien à PCN, qui est un regroupement de cliniques à Québec, dans la ville de Québec au Canada. Et puis, en étant physiothérapeute, j'ai développé une expertise en course à pied et c'est via cette expertise que j'ai développé, que j'ai construit la clinique du coureur. Et je suis devenu aussi actionnaire de l'entité de PCN. Donc, PCN, Physiothérapie et Médecine du Sport, c'est 15 cabinets, c'est 250 employés maintenant probablement. C'est quand même une bonne boîte, on va dire. En fait, on a, à la Clinique du coureur, on a développé une manière de gérer, je vais dire, la gouvernance de l'organisation, en fin de compte, d'effacer les postes de pouvoir décisionnel et d'avoir un pouvoir qui est beaucoup plus relié à l'expertise qu'une posture dans l'organisation. Donc, on n'a pas de patron, on travaille en cellule, on utilise beaucoup l'intelligence collective et la créativité collective pour mener des projets. Et en fin de compte, on fait confiance aux experts qui sont définis comme étant des personnes qui ont de l'expérience, des connaissances, mais surtout une réflexion sur différents sujets. Donc, la Clinique du coureur s'est construite de façon très organique comme étant une entreprise affranchie. D'ailleurs, entrepriseaffranchie.com, vous pouvez retrouver un peu le mapping de ces choses-là. On a développé des outils aussi pour la gouvernance d'entreprises de ce type-là, comme le Manifeste du bonheur. On a beaucoup développé ça avec Michael Préti, en fin de compte, qui est comme un peu, c'est lui qui a créé le Manifeste du bonheur à l'intérieur de l'organisation. Mais on a, en fait, c'est assez simple, c'est comment on peut utiliser au maximum les forces de chacun, comment on peut définir notre X à chacun initialement, le moi à l'intérieur de l'organisation, comment on peut travailler dans le nous et comment on peut rayonner, en fin de compte, dans la communauté autour de nous. Donc, sur chacun de ces sphères, finalement, on a développé des outils. Exemple, le soft skill fitting, c'est-à-dire quand on engage quelqu'un, on s'assure qu'il correspond d'abord et avant tout à nos valeurs, qu'il ait des soft skills, c'est-à-dire des compétences humaines élevées et non pas juste un CV de compétences papier qui correspond probablement à moins de 20% finalement de ce qui fait qu'on engage quelqu'un. Donc, on a vraiment mappé tout ça, développé tout ça et PCN, qui était une entreprise très traditionnelle, hiérarchique, avec un CA décisionnel, un conseil d'administration, avec un président, une directrice, des directeurs par clinique, ben, on a aboli ces particularités-là pour aller vers une entreprise, en fin de compte, qui est complètement maintenant affranchie. Voilà. Ok. Tu nous parlais de trouver son X. Qu'est-ce que c'est concrètement et comment on fait pour le trouver justement? Alors, trouver son X, c'est en fin de compte, le X, c'est 2 axes qui est ce que j'aime et ce dont je suis bon. Donc, dans le haut du premier axe, il y a en quoi tu es bon versus je suis pas bon du tout en bas. Et puis, j'aime et j'aime pas du tout. Et bien évidemment, ce que tu n'aimes pas et que tu n'es pas bon, ben, il ne faut pas que tu aies trop de ça dans ta journée, sinon tu vas être malheureux toute ta vie. Donc, c'est le X, c'est en fin de compte une fois par année, c'est une introspection, c'est s'asseoir devant une feuille, de faire ces 2 axes et de déterminer dans la liste de toutes les choses que je fais dans la semaine,
qu'est-ce qui, en fin de compte, est intéressant pour moi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je suis bon, et j'aimerais bien que 60% en fin de compte de mon temps passé dans ma journée soit sur mon X, c'est-à-dire dans le haut du cadran, j'aime et je suis bon. Et bien évidemment, il va y avoir un certain pourcentage, peut-être 10 à 20 qui va être dans j'aime pas tellement, mais je suis bon. Donc, parce que je suis bon à faire ça, je vais aider mon organisation, ma compagnie à répondre à certains de ces besoins-là. J'adore pas faire ça, mais bon, c'est moi qui est le meilleur dans l'équipe, donc je vais le faire. Mais si ça correspond à 10 à 20 ça passe. De la même manière que s'il y a 10 à 20 de choses dans lesquelles tu n'es pas bon, mais que tu aimes ça. Donc, j'aime beaucoup faire de la photo, mais je ne suis pas très bon, mais pourquoi pas se développer? Mais si dans tout ce que tu fais, dans toute ta journée, tu es toujours dans le « je suis pas bon », même si tu aimes ça, ça ne sera pas super valorisant non plus. Donc, on essaye d'avoir minimum 60% dans le X, là où j'aimerais être, et d'avoir peut-être deux, trois quelques pourcentages, en fin de compte, dans les deux autres cadrans, mais clairement, celui d'en bas à gauche, c'est-à-dire « je ne suis pas bon et j'aime pas ça », il faut que je délègue. Il faut que quelqu'un d'autre reprenne le relais sur cette zone dans laquelle je ne suis pas bon. Donc, je vous donne un exemple concret. Moi, tous les aspects légaux, fiscaux, les chiffres, en fin de compte, ce n'est pas nécessairement les choses qui me passionnent le plus. Je ne suis pas non plus extraordinairement bon là-dedans. Donc, c'est des choses que je délègue à des collègues qui, eux, ont beaucoup plus d'intérêt et qui sont beaucoup plus intéressés à travailler là-dedans. Et puis, mon non X va devenir peut-être le X de quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça qui est intéressant dans une entreprise, c'est que quand tu remets dans le milieu les choses qui ne t'intéressent pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus intéressé que toi à le prendre? Et puis, bien évidemment, à la fin, il y a quand même des choses qu'il faut faire. Il faut faire son lit des fois le matin, il faut vider la poubelle. Et puis, il y a des choses qui ne sont peut-être pas sur ton X, mais qu'on est obligé de faire. Donc, voilà, c'est ça le X. Et puis, quand tu es entrepreneur, tu peux rajouter un troisième axe à ces deux axes individuels et personnels. Le troisième axe, c'est est-ce que je crée de la valeur pour l'organisation? Et la création de valeur pour l'organisation, c'est que quand tu es un leader d'organisation, que tu fais partie de ceux qui sont les moteurs pour ton organisation, il y a des choses dans lesquelles je crée de la valeur que même si ce n'est pas ultra passionnant pour moi, même si ce n'est pas ce que j'aime le plus puis ce que je suis le meilleur, en fin de compte, si je crée de la valeur dans l'organisation, des fois, je me dis, il faut que je le fasse. Mais mieux que ça, il faudrait que la majorité de mon temps soit des choses dans lesquelles je suis bon, que j'aime et que je crée en plus de la valeur pour mon organisation. Ok. Du coup, est-ce que tu peux développer un petit peu concrètement comment se structurent les choses en fonction de tout ça? Tu nous as dit donc qu'il n'y avait pas vraiment de système pyramidal, que tu t'étais un petit peu affranchi justement de ce système-là. Tu nous parlais de cellules faites en fonction de l'expertise de chacun. Mais concrètement, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a quand même des décisionnaires, voilà, ce genre de rôle? Ouais. Alors non, en fait, dans une entreprise affranchie, c'est pas qu'il n'y a pas de boss, c'est que tout le monde est un boss. En fin de compte, c'est que tout le monde a la possibilité de prendre des décisions, mais avec des règles. Quand je veux prendre une décision, j'ai le pouvoir décisionnel de cette décision-là dans la mesure où je consulte les concernés et les experts. Donc, présentement, on discute, par exemple, de faire un e-learning sur un sujet particulier à la clinique du coureur. Donc, je vais consulter les experts. Donc, les experts, c'est ceux qui sont en création de contenu, c'est ceux qui vont en faire la promotion. Mais il faut aussi que je consulte les concernés. Les concernés, c'est ceux qui vont prendre les enregistrements, les inscriptions, qui vont tenir la comptabilité, Et quand j'ai consulté et les experts et les concernés, j'ai assez documenté, on va dire, ma décision pour pouvoir prendre une décision qui est éclairée. Et j'ai le droit de prendre une décision. La seule chose, c'est que des fois, il y a des décisions qui sont importantes pour l'organisation, qui vont coûter beaucoup de sous. Fait que même si j'ai consulté les gens, je peux décider de l'amener en consentement. Le consentement, ce n'est pas un consensus, c'est pas tout le monde doit être d'accord, c'est que je l'amène en réunion et on a un processus bien établi pour comment on prend un consentement. Alors, le consentement, c'est, encore une fois, je veux faire un e-learning. Ça implique beaucoup de choses. Ça implique de la mobilisation de ressources internes, humaines, financières et autres. Donc, j'amène ça en réunion hebdomadaire parce que toutes les semaines, nous, on se réunit pour se donner de l'énergie, pour savoir comment on va, mais aussi pour structurer le travail qu'on est en train de faire et être au courant d'un peu toutes les choses. Donc, j'amène ça en réunion et là, je dis, écoutez, j'ai un projet,
on fait un e-learning sur tel sujet. Et là, je l'amène sur la table et je veux un consentement. Donc, je veux que les gens disent, ben c'est une bonne idée et allons de l'avant. La seule chose, c'est que là, si on utilise l'intelligence et la créativité collective, c'est que les gens vont soulever des zones d'ombre. Donc, vont dire, OK, mais est-ce que tu as pensé qu'on a un autre projet d'ici telle date qui ne libérera pas de ressources humaines et que là, on ne sera pas capable de le faire? Est-ce que tu es conscient que si tu fais ça, ben, on ne pourra pas faire tel autre projet? Est-ce que ça ne serait pas une meilleure idée de le repousser à telle date? Et là, on fait évoluer le libellé de proposition, la proposition en tant que telle, vers quelque chose de plus intelligent collectivement. Et le collectif contribue donc à faire quelque chose. Et là, ben, peut-être que le deuxième libellé, ça va être, qui a été construit par le collectif, ça va être, ben, on fait un e-learning, mais à partir de telle date et sur tel sujet spécifique et non pas tel autre. Et là, bien évidemment, ce n'est plus exactement mon idée peut-être, mais elle sera certainement plus intelligente d'avoir eu le collectif qui y a contribué. Et à ce moment-là, on vote par consentement. Donc, c'est je suis d'accord avec l'idée ou je peux vivre avec. Donc, c'est peut-être pas mon idée, c'est peut-être pas celle que moi j'aurais choisie, c'est pas celle qui m'avantage personnellement le plus, mais je peux vivre avec. On a le droit aussi de dire j'ai une objection, je ne veux pas en fin de compte qu'on aille de l'avant avec ça, mais je ne peux pas le faire sur des raisons personnelles. Il faut que je le fasse si je pense et je suis convaincu et je suis prêt à débattre que ça va amener un recul pour l'organisation. L'objection peut être donc mise de l'avant si c'est pas bon pour l'organisation et non pas si c'est pas bon pour moi. Et ça, c'est toute la différence entre un consensus où tout le monde doit être d'accord, un vote où tu as une partie qui n'est pas d'accord et qui pourrait peut-être ne pas vivre avec la proposition, versus utiliser l'intelligence et la créativité collective pour faire émerger le meilleur d'une décision et que collectivement, on consente à cette décision-là. Ok, c'est intéressant. Et dans l'entreprise affranchie, on fait ça tout le temps, continuellement. Et on prend des décisions par consentement, des décisions d'affaires qui peuvent être très conséquentes, qui se chiffrent en centaines de milliers de dollars et on prend des décisions par consentement. Il n'y a plus de patron pour prendre ces décisions-là. Ok. Et est-ce que, à côté de ça, au final, l'expertise et les compétences de chacun sont quand même valorisées différemment? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que tout le monde a le même salaire dans la boîte ou pas forcément? Alors, vois-tu, à PCN, on a des échelles salariales en fonction du degré d'expertise, en fonction du nombre d'études, en fonction de l'expérience. On a des grilles particulières où finalement, on arrive à mettre les gens dans des tranches salariales où selon aussi la contribution qui va de régulière à exceptionnelle, en fin de compte, va faire varier le salaire un peu. Mais c'est collectivement qu'on a décidé d'avoir l'ensemble de ces échelles-là. À la clinique du coureur, on a fait un autre choix. On a fait le choix de tous se mettre au même salaire. Et on est tous responsables de la création de richesse. Et au moment où on crée de la richesse, on décide ensemble de ce qu'on fait avec cette richesse. Alors, la clinique du coureur a des actionnaires à différents niveaux. Jusqu'à maintenant, en fin de compte, on n'a pas encore distribué toujours les dividendes de l'actionnariat, en fin de compte, au prorata des actions. Il y a un mélange entre une partie qui est au prorata des actions, mais une partie qui est collective où on dit, on a tous contribué, donc on va tous se donner un bonus ou on va tous se donner un montant X. Et là, par exemple, on a tous investi dans une autre compagnie immobilière collectivement pour s'assurer une retraite plus tard qui va être intéressante. Donc, on a des systèmes de toutes sortes qui peuvent fonctionner différemment, mais au final, on revient toujours aux mêmes choses. C'est le collectif qui décide. C'est ensemble. Et c'est la partie qui peut être un petit peu plus compliquée parce que quand on parle de salaire, quand on parle d'avantages secondaires, mais des avantages personnels, c'est sûr que là, tout le monde a tendance à non pas réfléchir collectivement, mais à réfléchir individuellement. Forcément. Et du coup, au niveau du process de recrutement, comment est-ce que ça se passe? Alors, si je te parle de la clinique du coureur, on a un dépôt de candidature spontanée qui peut se faire sur entrepriseaffranchie.com. Donc, on a une liste de personnes qui sont intéressées à travailler avec nous, comme enseignants, comme personnes aux médias sociaux, comme toutes sortes de gens. Et ils vont faire des dépôts de candidature spontanée via notre site. Et on a une banque actuellement de gens qui ont envie de travailler avec nous qui est quand même considérable.
La problématique, c'est qu'on n'engage pas énormément et très souvent. C'est toujours relatif à la croissance. Le COVID a été un grand ralentisseur pour la clinique du coureur, hein. On donne des conférences et des cours en présentiel à l'international. Donc, tu peux imaginer que pendant 2 ans, on n'a à peu près rien fait. La reprise a été relativement difficile. Là, on s'en sort actuellement. Ça va mieux. Mais là, on retrouve un peu notre aire d'aller qu'on avait en 2018-2019. Mais ça aura pris quand même bien du temps. Donc, dans le recrutement, en fin de compte, c'est qu'on a d'abord les candidatures spontanées. Quand on cherche quelqu'un, on va l'annoncer via notre réseau parce que notre réseau est tellement grand que finalement, on n'a pas besoin d'aller à l'externe pour aller chercher quoi que ce soit. Quand je dis réseau, c'est nos mailing lists, nos médias sociaux et ainsi de suite. Et puis, après ça, quand on rencontre la personne, il y a un dicton entrepreneurial qui dit « hire slow, fire fast ». Donc, engager très lentement, mais virer rapidement. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que la personne, c'est la bonne personne pour ça. Et on a différents critères de sélection des personnes. Donc, on va les évaluer sur principalement les soft skills, les compétences humaines, mais aussi les hard skills, le leadership, l'adhésion à la culture entrepreneuriale, parce qu'on a une culture particulière. Donc, quelqu'un qui n'est pas confortable à l'intérieur d'une entreprise où tu n'as pas de vacances, tu n'as pas d'heures travaillées, tu n'as pas de jours maladie, c'est toi qui décides quand tu les veux, quand tu en as besoin et ce que tu fais avec tes heures dans la journée. Et que si tout d'un coup, une journée, tu dis, moi aujourd'hui, il fait beau, puis je ne veux pas travailler, puis je n'ai pas de dossier prioritaire, tu prends une journée off complète. Et puis une autre journée, en fin de compte, tu vas peut-être faire un 12 heures. C'est toi qui décides parce que tu es complètement libre de ton horaire et de ce que tu fais. Ça prend quelqu'un qui... et tout ça dans une compréhension que si tu ne crées pas de richesse pour le groupe, c'est tout le groupe qui est tiré vers le bas. Donc, si on a envie d'avoir des augmentations de salaire, si on a envie d'avoir des meilleures conditions, il faut qu'on crée de la richesse et on est tous responsables de cette création de richesse-là. Okay. Donc, quand on engage quelqu'un, on considère l'ensemble de ces choses-là et comme je te disais, on a le soft skill fitting qui est comme un outil qu'on a développé pour c'est quoi qu'on recherche chez les gens qui vont travailler avec nous. OK. À quel point c'est important pour toi, les soft skills, justement? En fait, je vais te donner 2 exemples. On a déjà engagé des gens qui avaient un niveau de compétence sur papier qui était extrêmement élevé, qui avaient déjà été directeurs de boîte XY et qui peut-être ne fitaient pas avec notre culture, mais en fin de compte, n'avaient pas, en fin de compte, les soft skills nécessaires pour pouvoir travailler en équipe, pour pouvoir avoir l'abnégation du soi dans la globalité de l'équipe, avaient de la peine à prendre des décisions collectives, on va dire, et ces personnes-là ne se sont pas plues et sont parties de la clinique du coureur. En fait, moi, je pense que les soft skills, c'est 80% de la partie sur l'embauche, c'est-à-dire comment la personne est, comment on arrive à interagir avec elle, comment elle est avec les autres, qui sont des... C'est quoi ses valeurs fondamentales, en fin de compte? Est-ce que ça fit avec les nôtres aussi? Après, à la clinique du coureur, on a vraiment toutes sortes de gens qui sont très différents les uns des autres, mais il reste quand même qu'on a tous des valeurs collectives, des valeurs où le collectif est important, qui sont essentiels, qui sont super importants. OK. Pour finir, ce serait quoi, toi, un petit peu tes ambitions dans les années à venir en tant qu'entrepreneur? En fait, il y a j'ai différents rôles dans les différentes entreprises. Bien évidemment, c'est que ça continue de progresser, de croître, d'avoir un groupe qui a du plaisir, je pense à PCN, à la clinique du coureur, au coaching, d'instaurer cette culture collaborative, cette culture affranchie de façon très bien implantée pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion, parce que c'est ça aussi, c'est que quand tu es dans une culture particulière, entre autres en France, où on a beaucoup l'habitude d'avoir toujours un patron et puis de répondre à des exigences, ça peut être plus compliqué. Donc, il faut vraiment être capable de l'intégrer pleinement. Présentement, en France, ça va super bien, mais on a eu des périodes où c'était plus complexe au niveau de justement l'intégration de cette culture affranchie. Donc, mes défis, c'est finalement de m'assurer que chacune des entités puisse être indépendante, de continuer de progresser et de rendre les gens qui y travaillent heureux d'y être et d'y travailler. Et pour l'instant, on y arrive assez bien.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien heureux d'y travailler. À PCN, maintenant, comme je te disais, on est probablement plus de 250 et puis on a un taux d'attrition qui est quand même très faible comparé à plein d'autres entreprises. Donc, c'est un bon succès. Même chose pour la clinique du coureur. Ok. Avant de passer aux 3 questions de la fin, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé aborder ou un message que tu aimerais faire passer, quelque chose auquel tu aimerais sensibiliser? Non, rien de particulier. On a parlé beaucoup d'entrepreneuriat. Moi, je pense que n'importe quel leader d'organisation, CEO, président, directeur, je pense que ça vaut la peine de se pencher sur ces questions d'entreprise un petit peu plus ouvertes sur l'humain. Et tu sais, je suis dans des groupes d'entrepreneurs et ça intrigue beaucoup de gens avec qui je travaille, avec qui j'échange. Et il y a vraiment une tendance, moi je le vois chez les entrepreneurs, une tendance de toute façon qui est peut-être essentielle avec la nouvelle génération qui tolère de moins en moins les structures très hiérarchiques, autocratiques. En fait, je pense que les entrepreneurs n'auront pas le choix de changer, mais plutôt que d'y aller par l'exigence externe, de se poser des questions en amont, de voir qu'est-ce qu'on peut changer, comment on peut devenir un meilleur leader et un meilleur entrepreneur, mais en étant individuellement une meilleure personne et en réfléchissant un peu plus à des manières affranchies de gérer l'entreprise. Je pense que c'est des choses qui valent la peine. Ouais, fait que j'encourage tous les entrepreneurs qui nous écoutent de se renseigner un petit peu sur l'ensemble de ces choses-là. Ok. Du coup, pour conclure l'interview, il me reste 3 petites questions à te poser. Donc la première, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie? Alors, il y en a plusieurs. Je vais commencer par le livre-objet. Donc, le Grand Trail des Frères Berg, c'est un objet magnifique avec des photos exceptionnelles. Donc, je ne sais pas si tu connais, mais c'est vraiment superbe. Ça, pour moi, il est même en arrière là. C'est un livre vraiment, un livre-objet vraiment magique. Après, pour s'éduquer, en fin de compte, je nommerais personnellement moi Waterlogged de Tim Noakes sur l'hydratation, sur la surhydratation, a été un livre qui m'a beaucoup éduqué, qui m'a éveillé sur plein de choses. D'ailleurs, c'est ce que le livre de la Clinique du Coureur tente de faire. On a fait intervenir à peu près 50 experts à l'intérieur du livre de la Clinique du Coureur, dont Tim Noakes, justement sur l'hydratation, parce que l'objectif est d'éduquer les gens. Et je te dirais aussi sur l'entrepreneuriat, il y a 2 livres que j'aime beaucoup. Il y a Going Horizontal de Barbara Slade et puis il y a Reinventing Organization de Frédéric Laloux, qui est pour moi la référence en fin de compte. Si vous cherchez Frédéric Laloux, il y a plein de petites vidéos aussi éducatives sur le sujet. C'est une très bonne manière de justement se sensibiliser à l'entrepreneuriat plutôt affranchi, des entreprises sans patron et ainsi de suite. Donc, voilà pour les livres. Ok. Et deuxième question, quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi? Alors, mon why personnel, ma raison d'être, alors je ne sais pas si en France vous déterminez les why, mais c'est dans les entreprises, on a le why, la raison d'être qu'on détermine fréquemment. Alors, mon personnel, c'est grandir en innovant. Innover dans le sens de faire mieux que l'existant. Donc, le Peace and Love en est un bon exemple, la quantification du stress aussi. J'ai développé plein d'outils en médecine du sport que j'espère qu'ils vont laisser des traces et qui vont continuer de vivre dans le temps, j'y crois, même si ils vont évoluer parce qu'il faut que tout évolue. Et puis, la gestion d'organisation affranchie, qu'on est en train de finaliser le mapping, donc toutes les petites choses intéressantes sur ce qui peut être fait comme leader d'entreprise. Donc, ça, c'est des choses pour lesquelles j'espère qu'on va laisser un petit leg, un petit quelque chose qui va être intéressant. Ok. Et troisième question, est-ce que tu aurais une petite anecdote de sport à nous raconter? Anecdote de sport. Alors, il y en a plein. Je pourrais vous raconter une. Je vais vous raconter celle de la Mascareigne où j'ai couru le 65 km à l'île de la Réunion. Et puis, on était toute une gang de coureurs et de coureuses de la France, de la Suisse, de la Belgique et du Québec on était une quarantaine à aller là-bas pour courir. On appelait ça les guerriers du Grand Raid pour aller courir les courses sur place.
Et puis, j'étais pas super en forme et super entraîné, mais bon, j'avais eu des petits bobos et puis j'étais dans le retour, donc je m'inscris à la Mascareignes, qui est le 65 km, mais qui est quand même une bonne course, hein, bien longue. Et puis, il y a Thomas Laure-Blanchet, Thomas était ex-champion du monde de trail. Thomas qui me dit, écoute, moi, si tu veux, je le fais avec toi. Alors, je dis, OK, cool, c'est vraiment le fun. Mais Thomas ne savait pas dans quoi il s'aventurait parce que, j'ai passé 1 heure et quart au ravito de la Grande Chaloupe à manger du poulet et des chips. Ça a été un chemin de croix extrêmement long. Ça m'a pris 16 heures pour faire le 65 km. Je pense que c'est la pire course de ma vie. Il faisait extrêmement chaud. Pauvre Thomas, il m'attendait partout. Alors, il me voyait en train de souffrir à 4 pattes avec des crampes un peu partout et puis il me prenait en photo. Mais je pense que plus jamais il va me proposer de faire une course avec moi. Donc, voilà. Donc, c'était une expérience qu'on a quand même décidé de finir. Ce genre d'expérience-là, normalement, on les abandonne. Mais là, on a dit, on va jusqu'au bout. Et pauvre lui, il m'a attendu pendant 16 heures. Il devait avoir mal d'attendre plus que de courir. Donc, voilà l'anecdote. Ça marche, je te remercie pour le partage. Écoute, on arrive à la fin de l'interview. Je te remercie pour ton temps. Juste avant de se quitter, quels sont les liens que tu aimerais partager à nos auditeurs pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais? Alors, on en a déjà parlé un petit peu, la clinique du coureur.com, le coaching du coureur. Ensuite, on a entreprise affranchie. .org et les liens, vous pouvez me suivre sur Instagram. Alors, je me suis fait pirater dans le temps mon compte Twitter où j'avais un peu plus de 10 000 amis, mais finalement, j'ai jamais reparti un compte, donc je l'ai perdu. Là, je suis sur Instagram un peu plus et sur LinkedIn. Donc, si jamais il y en a qui veulent me contacter, ça va me faire plaisir. Et puis, pour discuter d'entrepreneuriat ou de quoi que ce soit. Ça marche. Écoute, je te souhaite une bonne fin de journée et encore merci et beaucoup de réussite pour la suite. Pareillement, Elodie. Ciao! Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est de prendre 2 minutes pour vous abonner et laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast et ou votre plateforme d'écoute préférée. Si vous nous regardez sur YouTube, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça aide au référencement. Je compte sur vous, c'est important, surtout au démarrage, donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast Peace and Flow.